Samuel, Cyril, s'il y a bien un sujet tabou en France, c'est l'argent. On n'est pas sur de la transparence, on peut le dire clairement, mais vous avez décidé de répondre aux questions, justement, le plus spontanément possible. La première qu'on se pose, les dessous de table. On en parle beaucoup. Est-ce une légende ou est-ce toujours d'actualité? Sacré sujet. C'est un peu les deux, je pense, même si il est vrai qu'il y a quelques années encore, quand on démarrait l'immobilier, on va dire il y a plus de 15 ans, les anciens de la profession nous racontaient que justement, pendant une vente, le notaire sortait du bureau parce qu'il y avait une enveloppe qui allait être glissée au vendeur. Donc oui, on va dire légende parce qu'en fait, ça s'est beaucoup calmé. Et tu sais, il y a aussi l'arrivée de la lutte contre le blanchiment d'argent avec Tracfin, que tout le monde connaît en tout cas dans la profession, mais dans d'autres domaines. Et donc, je pense que ça s'est quand même bien calmé. Oui, aujourd'hui, la plupart on va dire des vendeurs font appel souvent à une agence immobilière, ce qui n'était pas le cas il y a 30, 40 ans. Donc, ce qui peut-être nos grands-parents nous racontaient sur comment ça se passait chez le notaire ou les différentes ventes qui étaient écrites sur 3 pages, aujourd'hui, c'est totalement différent. Et c'est beaucoup moins, on va dire, d'actualité parce que il y a de plus en plus d'agences aussi qui traitent les ventes et donc beaucoup plus de transparence avec les agences, les notaires, et il y a beaucoup plus d'intermédiaires aussi. Chose qu'auparavant, c'était moins le cas. Donc, je pense que c'est davantage une légende. Aujourd'hui, c'est une légende, c'est davantage encadré, en tout cas chez Greenhome. Et chez Greenham, on n'en fait pas. Donc, on nous a posé plusieurs fois la question. C'est vrai? Et complètement. Eh oui, Et il y en a ça se tente. il y en a qui tentent. Mais ouais, c'est clairement impossible. Aujourd'hui, on fait tout l'inverse. Donc, que ça soit notre quotidien et l'identité de l'agence, c'est ce qu'on a mis en place. Et c'est tout le contraire. Donc, les gens qui font appel à nous savent que ça va pas matcher. Mais ils nous le posent de moins en moins, en tout cas. C'est de moins en moins le cas. Autre question. Il s'agit cette fois de la manipulation des prix. Parfois, des agences affichent volontairement un prix artificiellement haut sur un bien pour convaincre un propriétaire de le commercialiser. Vrai ou faux? Alors, c'est vrai. C'est vrai, ça arrive régulièrement. Et tout mensonge, en fait, finira par être révélé. Donc, en fait, c'est souvent le jeu de la séduction au vendeur pour signer un mandat de vente. Et donc, du coup, c'est notre quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, on est en estimation. Et cette situation, elle arrive régulièrement. En revanche, mentir volontairement, intentionnellement, pour moi, c'est un manque de décence. C'est terrible pour des vendeurs qui ont des vrais projets d'achat et qui ont besoin de vendre. Donc, les faire miroiter une somme qui est déconnectée de la réalité, c'est déjà pas se mettre à la place de l'autre. Et c'est tout ce qu'on déteste et c'est tout l'inverse de ce qu'on fait. Le truc, c'est qu'ils signent le mandat et malheureusement, ça bloque un bien parce que le propriétaire, il est engagé dans un projet. Un mandat de vente, c'est minima 3 mois. Ouais, puis ce que tu dis est vrai. Et ce qui est encore plus fou, c'est que 2 fois sur 3, je pense, on est face à cette situation où des agences surestiment volontairement pour pouvoir obtenir un mandat de vente et donc séduire en fait les vendeurs avec cette manipulation-là, comme tu l'évoques. Et derrière, il se passe rien. Il n'y a pas de visite parce que forcément, quand on est au-dessus du prix, on ne vend pas aujourd'hui en 2025. Et donc, du coup, si tu veux, ça fausse aussi un projet, ça met en péril le projet des vendeurs. Je trouve que c'est même grave. Et nous, ça nous agace beaucoup. On a un rôle de transparence, on est quand même des professionnels. Pour pouvoir ouvrir une agence, il faut avoir à la fois fait des études, à la fois fait une demande à la préfecture. Il y a une vraie professionnalisation dans notre métier qui doit opérer. Et là, c'est le contraire qui se passe trop, trop, trop souvent. Après, aujourd'hui, les données sont transparentes. On peut aller sur le site des impôts, on peut aller sur le site des notaires. Donc, aujourd'hui, toutes les informations, c'est-à-dire quand on doit estimer un bien dans une copropriété, vous avez l'historique des ventes, pardon, sur les 10 dernières années. Si je prends un exemple d'un appartement qu'on a estimé récemment, où sur un T3, il y avait 15 informations dans la copropriété où le prix maximal était à 220 000, 230 000 euros, et une estimation, elle est estimée plus de 300 000 euros. Parce que le propriétaire en espérait ce prix-là, il était resté sur une estimation d'il y a quelques années, lorsque les taux étaient très bas, et du coup, c'est difficile, quand on arrive derrière, de faire comprendre ça au propriétaire. Et bon, parfois ça arrive, bien évidemment, le plus souvent même ça arrive, que le propriétaire comprenne ces situations, mais tout professionnel doit savoir que la redondance d'une annonce, ça nuit à sa commercialisation. Tout bien qui est déconnecté de son prix, automatiquement il est hors sujet face à ses concurrents. Mais chez Greenham, on s'applique à faire tout l'inverse. Après, à la différence, il y a des biens qui sont coup de cœur, des biens avec une vue mer, avec une terrasse, avec une vraie plus-value, une vraie rareté. Effectivement, il y a le prix du coup de cœur qui peut opérer, mais sur un bien classique, lambda, dans une copropriété où il y en a 15 qui se sont vendus, là, c'est agaçant.
de savoir qu'il y a des personnes qui intentionnellement l'estiment beaucoup plus haut juste pour avoir le bien et se dire je vais rentrer un bien supplémentaire dans mon portefeuille. Ça apporte strictement rien en fait. Donc manipulation des prix qui ne peut apporter que de la déception en plus. Complètement. Il y a aussi, je ferai le parallèle avec les services qu'on propose. Quand un vendeur fait appel à plusieurs agences, si une des agences n'a pas de valeur ajoutée aussi à apporter à son vendeur, qu'est-ce qui lui reste pour séduire un client? Et puis il lui reste peut-être ce mensonge-là de faire croire que ça vaut tant pour signer un mandat, on va dire peut-être exclusif avec le vendeur. En tout cas, l'obtenir, ce mandat de vente, et puis après, annoncer qu'il va falloir baisser une fois, deux fois, trois fois, puisqu'il ne se passe rien. C'est sûr que quand tu n'as pas de service à proposer, c'est également compliqué de séduire un client vendeur face à des concurrents qui vont faire intervenir un photographe professionnel, amener des vrais services et une forte plus-value à une commercialisation. Que pensez-vous des agences à bas coût ou coût fixe ou au contraire celles avec des honoraires très élevés? Alors, pour moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Ça manque de crédibilité. Et on s'attend automatiquement à un manque de service et de professionnalisme. Tout miser sur l'argent, c'est être complètement à côté de la plaque. C'est un modèle qui marche pas dans le temps. Ce métier, c'est de la technologie au service de l'humain et non l'inverse. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que ces agences low cost composées d'une armée de développeurs n'a mené qu'à l'échec. Quand on regarde, quand on fait une analyse, aujourd'hui, ils sont dans le dur. Et l'immobilier, ça reste de la proximité, de l'artisanat, une relation de confiance avec un vendeur ou un acquéreur. Industrialiser les ventes, c'est faire passer l'argent au-dessus de tout et surtout aussi l'agent immobilier dans une machine à broyer. En fait, pour gagner correctement ta vie dans ces agences low cost, il faut faire au moins 4-5 ventes par mois. Comment tu le fais? Avec plus de 50 ventes par an, tu ressors rincé, épuisé, c'est difficilement réalisable. Tu vois, tu peux le faire pendant un an peut-être, mais sur le long terme, clairement, tu ne tiens pas. C'est dans la durée, un conseiller immobilier, il va exploser. Ouais. Et en fait, tu perds le goût de ton métier quand tu es dans quelque chose d'industriel, de redondant. Clairement, ce modèle, il est pas viable et l'actualité le prouve. Voilà, très, très clairement. Parfois, on a des agences qui disent 100% en ligne et sans commission, alors qu'ils prennent une commission, par exemple. Mais du coup, on comprend pas. C'est-à-dire, une agence low cost, certes, c'est le modèle que la personne choisit ou que la société choisit, mais afficher clairement être sans commission, alors que c'est totalement faux, déjà, ça démarre par un mensonge. Tout ça, c'est, je pense, au détriment du vendeur, de la transparence, puis ça fonctionne pas forcément, quoi. En fait, moi, je prends souvent l'exemple que tu as un buffet où c'est illimité, automatiquement, tu te dis que la qualité va être moins sympa, c'est évident. Et après, le taux de turnover, je crois que tu avais évoqué, ce... Oui, c'est vrai qu'on en parle souvent et on se pose la question de ces modèles, en fait. Faut recentrer la situation. Qui commercialise un bien? C'est un humain, donc c'est un commercial, c'est un agent immobilier. Et ce commercial, si les coûts sont faibles, je prends les exemples des agences à 2500 €, 3000 € d'honoraires. Et effectivement, il faut qu'elles fassent du volume pour pouvoir déjà payer les coûts de commercialisation. Faut pas oublier que les sites web avec lesquels on collabore, c'est un coût énorme. Sans parler d'un photographe, si on a un photographe, d'un vidéaste et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'on en parle régulièrement parce qu'on se pose la question comment tiennent ces modèles. Déjà, on a constaté qu'à chaque fois, c'était des levées de fonds assez colossales. Levée de fonds, ça ne veut pas dire non plus parfois bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que justement, on n'arrive pas à financer, à continuer à entreprendre dans ce modèle-là. Et surtout, le vrai constat, et qui est accessible de partout si tu regardes sur Internet, faut savoir qu'il y a un taux de turnover qui est monstrueux. C'est-à-dire que sur 10 agents, tu en as 6 qui vont arrêter au bout de 1 an et demi. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est, mais ça veut dire que déjà, dans la durée, un commercial ne s'y retrouve pas. Pourquoi il ne s'y retrouve pas? Parce que Sam l'évoquait, pour gagner sa vie, il faut faire 4-5 ventes en moyenne. Faire 4-5 ventes, c'est beaucoup. Donc le conseiller va être rincé. Et puis si tu veux, nous, c'est un peu l'inverse. Aujourd'hui, notre volonté, c'est faire venir les clients en agence, passer un bon moment, échanger sur leur projet, parce que je suis désolé, mais aujourd'hui, on parle de biens immobiliers, on parle de beaucoup d'argent, de projets de vie, et donc il faut prendre le temps. Non, on n'est pas uniquement sur Internet, on n'est pas sur des faibles coûts, sur du volume. Sur un précédent échange, on avait évoqué le fait de ne pas banaliser notre métier. Ça prend tout son sens avec notre concept, justement, qui permet de prendre le temps de faire les choses, de ne pas faire de volume. Et chez nous, par exemple, on commercialise 1 à 2 biens par conseiller. Et je pense que c'est le maximum. Dans un mois, effectivement, en un mois, commercialiser 2 biens, c'est ce qui se fait régulièrement. Et pour rebondir sur les agences à coût très élevé, à l'inverse, c'est exactement le même modèle que les agences à bas coût, finalement. C'est peu de services, des honoraires où les propriétaires s'y perdent, des services
avec des photos d'iPhone et le faible volume va être compensé par des honoraires très élevés sans service. Donc du coup, ces agences-là, pour nous, ce ne sont pas des concurrents. Aujourd'hui, quand on est en concurrence avec des agences, c'est clairement un client vendeur qui a la perception du travail, la perception que c'est un vrai métier et le sentiment de se dire que son bien, il n'a pas envie de le banaliser. Et en fait, il s'en fout des honoraires. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui apporte de la stratégie, de la rigueur, du professionnalisme, du suivi, de la transparence, des services et une équipe dédiée à ça. Voilà, c'est ça le plus important. Et pas soit une seule personne sur des honoraires très élevés, soit une équipe de développeurs pour commercialiser son bien. Et tu constateras, pour clôturer sur ce sujet, que ces agences, ces modèles à bas coût, ont dans la durée augmenté x2, x3 leurs honoraires, parce qu'ils ont constaté aussi que ça ne tenait pas. Donc, je n'ai pas cité de nom d'agence, mais ça se trouve, ça se recherche, et dans notre profession, on en parle beaucoup. Une question qui forcément nous intéresse toutes et tous. Les bonnes affaires existent-elles encore ? Alors oui, je pense que ça existe encore. C'est certain qu'aujourd'hui, avec la transparence des données, c'est beaucoup plus rare. Il y a aussi un facteur important, c'est qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, 70% du marché des transactions étaient assurées de particulier à particulier. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc l'agent immobilier a un rôle de professionnel et doit défendre les intérêts des vendeurs et des acquéreurs, en fait les deux parties. Et je pense que les affaires se faisaient plus avec un particulier qui n'avait pas d'informations sur le marché actuel et qui voulait commercialiser soi-même et qui parfois, justement, sans avoir fait estimer par une agence professionnelle, eh bien, ne savait pas forcément la vraie valeur de son bien. Et c'est là qu'un acquéreur se disait « Ah, celui-là, il est pas cher du tout par rapport à d'autres. J'y vais, je fonce. » Aujourd'hui, ça s'est vraiment régulé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sam. Honnêtement, trop d'informations et de communication ont brisé la bonne affaire. Et en fait, on est dans un monde où le secret a quasiment disparu. Tout est transparent. Mais ensuite, moi, ce que je ressens, c'est que la bonne affaire reste subjective. C'est-à-dire d'un acquéreur à un autre, l'un va avoir du potentiel et un autre non. L'un va ajouter sa touche de rénovation ou décoration, puis va en tirer un profit important à la revente qu'un autre client n'aura pas décelé. Donc la vraie bonne affaire, c'est déjà avoir ce ressenti, avoir cette vision. Certains l'ont, d'autres pas. Et la vraie bonne affaire, c'est déjà ne pas perdre d'argent à la revente. Quand on cumule prix d'achat et frais de notaire d'environ 7%, bon, clairement, sur sa résidence principale, déjà, si on n'en perd pas, c'est déjà bien. Si on en gagne, c'est mieux. Et ensuite, le côté marchand de biens, où il y a de plus en plus d'influenceurs, de personnes qui se lancent dans ce métier-là. Je pense qu'il faut avoir une vraie perception, une vraie vision, déceler le vrai potentiel d'un bien au travers de ce qu'on va ajouter en rénovation, décoration. C'est un vrai métier. Et c'est un peu quelque chose aussi d'instinctif, je trouve. Donc après, moi j'ai une anecdote perso, c'est je me suis rendu aux ventes aux enchères, où je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des bonnes affaires. Ben, en fait, les prix étaient plus élevés que la valeur réelle des biens. Oui. Et j'ai pas compris. C'était des enchères entre clients, entre bandes rivales, et c'était plus une question d'ego que de prix. Donc en fait, Aucun intérêt. on croit que Ouais. ça peut être intéressant, mais pas du tout. Et puis c'est important ce que tu dis sur la bonne affaire. Donc c'est le bien qui aura été rénové, etc. Et c'est pas dans l'esprit des gens, ça peut être aussi je veux tenter de rouler le vendeur et on n'est pas là-dedans. Oui, on n'est pas là-dedans. Ça, je pense que ça n'existe plus ou quasiment plus, puisque le vendeur aujourd'hui est informé avec Et c'est tant énormément de données, et tant mieux. Et au moins, justement, il n'y a plus ce type de sujet. La bonne affaire, je pense qu'elle est plus sur peut-être un bien à rénover et de se dire, ben, je vais réussir à faire quelques travaux pour le rendre joli et ben, le jour où je le rendrai, il aura pris de la valeur. Voilà, je pense que c'est plus ça aujourd'hui la bonne affaire. Oui, l'opacité est terminée. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, bien sûr. Ici, on s'en réjouit en Vraiment. tout cas. Bien sûr. Cyril, Samuel, en tant qu'acheteur, on se pose parfois cette question malheureusement, mais est-ce que l'agent défend vraiment mes intérêts ? Parfois, on pourrait penser qu'il défend seulement ceux du vendeur. La question est légitime. Aujourd'hui, il est certain que l'acquéreur, eh bien, il a envie de transparence, il a envie de savoir s'il achète au bon prix. Nous, systématiquement, on commercialise un bien qu'on a précédemment estimé. C'est obligatoire, en tout cas, chez Credom. Et cette estimation, on peut même la communiquer à l'acquéreur pour qu'il ait une idée du prix auquel il achète et une idée du marché actuel. Et je pense que c'est hyper important d'être en totale transparence avec eux parce que justement, ils se posent souvent cette question-là. Oui, c'est de la méfiance. Et chez Greenham, on dit tout, on montre tout. On n'a rien à cacher à l'acquéreur.
On envoie les documents avant la visite, on lui montre l'attractivité de l'annonce d'un bien qu'il visite. S'il souhaite faire une offre, par exemple, ça va le permettre de le rassurer sur le montant et de se dire effectivement que le montant il est cohérent. Si on lui montre qu'il y a 10, 15, 20 demandes de renseignements sur le bien, que on lui montre l'estimation qu'on a rendue au vendeur sur un prix marché, sur le prix du coup de cœur, effectivement, il va se dire qu'on est juste et que c'est le bon équilibre entre le vendeur et l'acquéreur. Et ça change toute la relation. La défiance, elle n'a pas lieu chez nous. Chez Greenham, c'est tout le contraire. Entre deux visites qui se passent bien, l'acheteur se tournera toujours vers le conseiller immobilier avec qui il dispose de toutes les informations et avec qui il se sent en confiance. Je pense que le conseiller, il a un vrai rôle à jouer. Un rôle de psy, quelque part. Oui, tout à fait. Alors, c'est souvent aussi le cas lors des négociations. C'est-à-dire qu'un acquéreur qui va faire une offre d'achat, peut-être que cette question, elle est intéressante à analyser aussi sur une négociation parce que l'acquéreur se dit, tiens, je vais essayer quand même de négocier peut-être 10 000 euros sur un prix. Et qu'est-ce que va répondre l'agent immobilier? Est-ce qu'il va défendre mes intérêts en allant voir le vendeur, en essayant d'obtenir 10 000 euros de moins? Ou est-ce qu'il va être ferme, cet agent immobilier? Et nous, si tu veux, on prend un peu de recul parce qu'on a fait une vraie estimation, donc on connaît la valeur du bien. L'acheteur aujourd'hui, au courant de tout, on en parlait précédemment, il a accès à toutes les données, toutes les ventes réalisées dans la rue, dans une rue, dans un quartier. Et donc, si tu veux, l'idée, c'est pour nous de mettre d'accord deux parties, en fait. Voilà, on a un rôle d'intermédiaire. Et puis, nous, notre réussite sur une transaction, elle est présente quand les deux accords sont conformes et que les vendeurs et les acquéreurs sont heureux de faire la transaction, tout simplement. Ce métier a pendant des années fait en sorte de confronter vendeurs et acquéreurs. Et l'idée, en tout cas chez Greenham, c'est pas de les confronter, mais c'est de les rassembler et trouver un terrain d'entente entre les deux parties qui soit dans l'équilibre. Et ça, c'est ce qui change tout. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es informé, mais dans d'autres pays, et c'est très souvent le cas, l'agent immobilier peut être seulement agent immobilier d'un acquéreur et un agent immobilier d'un vendeur, d'un bien qui est commercialisé. Et là, c'est un peu différent puisque là, il va y avoir une vraie confrontation. Donc, on n'a pas la même culture en France, typiquement, parce que là, les deux vont s'opposer. Nous, c'est l'inverse. On va réunir ces deux parties pour trouver le meilleur accord. Alors, je ne le savais pas, mais effectivement, de l'intérêt d'être en confiance avec son agence. On ne cessera jamais de le répéter. Essentiel. L'autre question fondamentale, est-ce que le prix affiché est réaliste ou gonflé? On est toujours dans cette histoire de méfiance un peu, qui est réelle. En fait, on se pose tous cette question, est-ce le bon prix quand on visite? Et c'est totalement normal, c'est logique. Encore une fois, comme on l'a évoqué précédemment, c'est la démarche de transparence, éviter la défiance. Et la démarche, elle démarre déjà avec le vendeur pour lui rendre un bon prix, une estimation précise. Je prends souvent l'exemple d'un enfant quand on l'éduque. Si on démarre par une bonne éducation, automatiquement, il aura plus de chances d'être bien intégré et d'être dans un équilibre sociétal. C'est un peu pareil. Et du coup, l'acquéreur, s'il a conscience de ça, que le prix est réel et cohérent, automatiquement, il va être beaucoup plus en confiance et notre plus-value va automatiquement fonctionner lors de la visite, lors de l'envoi des documents. Et la transparence, elle nous pousse même parfois à montrer à l'acquéreur l'estimation faite au vendeur. L'acheteur qui a une suspicion sur le prix, c'est à nous de lui montrer les éléments factuels, plutôt que de dire oui, allez-y, faites une offre, etc. Non, je vais vous montrer par des éléments factuels. Pourquoi ça vaut ça? Pourquoi ça vaut ça? Pourquoi j'ai rendu ça? Voilà ce qui s'est vendu dans la copropriété, voilà ce qui s'est vendu dans l'immeuble, et c'est notre plus-value à nous. Et je pense que le vendeur nous choisit l'agence qui va être la plus transparente aussi avec l'acquéreur. Chez nous, chez Greenham, on s'occupe des biens comme si c'était les nôtres, et c'est de la même manière avec l'acheteur. C'est hyper important. Ça reprend une précédente question qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la surestimation également. Donc je dirais que oui, malheureusement, les prix affichés sont souvent gonflés parce que les estimations ne sont parfois pas suffisamment fiables et pas pertinentes de la part de certaines agences. Et ce problème-là, on le retrouve avec des biens qui vont stagner sur le marché. D'ailleurs, ces 2 dernières années, on l'a constaté, il n'y a jamais eu autant de biens à la vente parce que les biens stagnent, mais aussi parce que justement, ils ont été soit mal estimés, soit ont été commercialisés à des prix trop élevés. Et aujourd'hui, l'acquéreur qui a du choix, vers quel bien il va se diriger? Tout simplement vers les biens qui sont les plus attractifs et qui sont au prix du marché. Donc voilà, et Samuel le disait, tout passe par une transparence, encore une fois,
une explication en tout cas du marché actuel pour pouvoir vendre dans les meilleures conditions. Après, il faut avoir aussi les outils pour pouvoir le montrer. Donc chez nous, on a développé un logiciel en interne Ok. qui permet de suivre l'activité, donc de voir l'attractivité d'une annonce, de pouvoir générer une estimation au prix juste. Et donc du coup, face à un agent qui n'a pas de moyens, qui n'a rien à montrer, qui n'a pas forcément un logiciel à la pointe, ni des outils qui permettent de montrer ça, c'est difficile d'être transparent aussi. C'est pas forcément une volonté d'un agent traditionnel de cacher quelque chose. Mais chez nous, c'est fini ce modèle-là. L'agent immobilier à l'ancienne qui parle sans montrer devient chez nous un conseiller qui montre des informations claires et transparentes. Tout à fait. Et pour rebondir justement sur, tu l'évoquais, le CRM qu'on montre à chaque rendez-vous. Notre CRM, c'est une vraie puissance que l'on a en interne, qu'on a créée. Aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de prix au mètre carré, mais on fait des estimations en fonction aussi de l'offre et la demande. Puisqu'on l'a vu, les taux ont fortement augmenté ces 2 dernières années. Et donc forcément, cela a diminué la capacité d'emprunt des acquéreurs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un acheteur ne peut plus acheter avec les prétentions qu'il avait peut-être il y a 1 an ou 2 ans, avec des taux qui sont aujourd'hui importants. Donc, l'estimation, elle est aussi réalisée en fonction de l'offre et la demande et pas que le prix au mètre carré actuel. Écoutez, merci d'être aussi transparent sur des sujets aussi sensibles. Autre question côté vendeur. L'agent est-il capable de vendre dans un délai correct et au bon prix? Chez vous, chez Green Home, tout simplement. Ah, bien sûr, c'est d'ailleurs notre mission principale. C'est vendre dans les meilleures conditions, au meilleur prix et surtout dans un délai correct. C'est ce qu'attend un vendeur aujourd'hui. Le vendeur, il attend des services et on est là pour leur proposer. On évoquait aussi l'absence de volume chez nous. Un commercial, chez nous, commercialise 1 à 2 biens par mois. C'est aussi pour ces raisons. C'est pour amener un service continu, un suivi. Si on constate au bout de 2 semaines, parce qu'avec toutes les statistiques qu'on a aujourd'hui, tous les supports web avec lesquels on collabore et on travaille, eh bien, on sait assez rapidement si on est au bon prix ou pas. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 semaines, un bien qui ne suscite pas tellement d'intérêt, très peu de visites, ou alors on n'a pas d'offre d'achat, à un moment, il faut faire une baisse de prix. Complètement, c'est pour le vendeur lui proposer des services qualitatifs. Ça passe par photographe d'archi, scénographe, vidéaste. Il y a même une chargée de com qui vient pour développer une communication sur les réseaux sociaux. C'est proposer constamment des services, mais aussi de la stratégie pour la qualification des acquéreurs, prévoir des visites au meilleur moment, faire visiter quand il fait beau, faire visiter le bien au meilleur moment de la journée. Tout ça, c'est anticiper, c'est préparer des objections des acquéreurs. Tout achat découle d'un bon conditionnement de l'acquéreur aussi. On a tendance à oublier que c'est de la vente, c'est du conditionnement. C'est un acquéreur aussi qui sait tout avant la visite, c'est un acquéreur qui est déjà dans les meilleures dispositions pour pouvoir se positionner. Et ça, on a tendance à l'oublier, à banaliser, parce qu'on fait beaucoup de visites, parce que parfois on commercialise beaucoup de biens. Mais le fait de faire, la volonté de faire de l'artisanat fait que c'est singulariser chaque expérience client. Vendeur, acquéreur, faire en sorte qu'ils vivent une expérience unique et faire en sorte que chaque expérience, c'était la première qu'on vivait. Et automatiquement, ça permet d'habiter la chose et de rendre le projet dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est le style, la patte Green Home. Ça, c'est la Vous patte. confirmez, Oui, et Cyril? puis, alors, chaque secteur a sans doute une spécificité, mais aujourd'hui, Green Home est installé dans des villes où il y a une forte attractivité, des acquéreurs continus, qui continuent d'acheter au quotidien dans ces villes-là, et c'est inconcevable pour nous, dans ces zones-là, ces marchés, et bien de voir un bien qui traîne sur le marché depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois. Aujourd'hui, avec tous les services qu'on apporte et le suivi, on doit commercialiser et vendre dans les délais qui sont 2-3 mois maximum. 50% de nos biens sont vendus en off-market, c'est-à-dire directement avant la mise en ligne. Oui. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet à un vendeur de voir l'attractivité de son bien avant qu'il soit mis sur le marché et donc automatiquement sur de la visibilité. Tout ce qui est rare se vend automatiquement, entre guillemets, plus cher, on va dire. Aujourd'hui, quand vous prenez une marque, le fait qu'elle soit dans une seule boutique fait que la paire de chaussures, par exemple, va se vendre à un prix plus élevé, ou du moins Bien sûr. dans un délai plus rapide que quelque chose qui est vu dans 10 boutiques. Donc aujourd'hui, il y a cette notion-là, cette notion de commercialisation, et cette notion ensuite, une fois que c'est mis sur le marché, de redondance. Quelque chose qui est vu, revu, revu, automatiquement va se vendre moins cher et va perdre de sa valeur. C'est tout l'inverse de ce qu'on fait chez Green Home. Et ça, c'est hyper important. Et tu l'évoquais, le off-market, c'est quelque chose d'important pour nous, mais c'est seulement possible si tes acquéreurs sont bien traités
est bien qualifié. Nous, on appelle ça une qualification. Un acheteur, il fait pas juste une demande de visite et on l'amène en rendez-vous. Non, il y a un temps qui est imposé à une découverte de ces critères. Et puis derrière aussi, sur notre CRM, on l'évoquait, on a créé un algorithme qui permet de capter les clients les plus matures sur leurs recherches. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit qu'aucun logiciel propose aujourd'hui, qu'on a réussi à créer cette année. Et si tu veux, c'est ce qui va aussi permettre de réussir une commercialisation off-market. Donc la qualité des biens, la qualité du réseau et votre savoir-faire. Et d'une vraie stratégie pour vendre dans les meilleures conditions. Dans la transparence. Question cash mais légitime. Est-ce que l'agent immobilier veut vraiment m'aider ou est-ce qu'il veut juste encaisser sa commission? C'est les deux. C'est clair que si tu veux, le travail bien fait amène à une réussite et donc à une commission. Il faut pas oublier que c'est une profession, agent immobilier, où tu es rémunéré à la réussite. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas toucher ta commission au final? Et c'est que tu as réussi à mener à bien le projet de ton client vendeur. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce premier jour de formation qui est réalisé en interne chez nous. Ce sont les valeurs inhérentes à notre société. Pour pouvoir recevoir, il faut savoir donner. Et donc, nos commerciaux, nos collaborateurs, tout de suite, on les met au pli. L'argent, c'est la finalité. Si tu as effectué un travail de précision avec tes vendeurs, si tu as mené à bien une stratégie et une commercialisation, tu auras ta commission. Complètement. Notre mission, dans un premier temps, c'est déjà d'aider le vendeur à vendre au meilleur prix et supprimer cette anxiété, ce stress que cela génère, la commercialisation d'un bien ou la vente. On a tendance à banaliser ce métier, mais on réalise peut-être 2, 3, 4 ventes dans une vie. Et c'est souvent le moment le plus important. Enfin, moi, par expérience, à chaque fois que je dois vendre mon bien, il faut que j'aille voir l'ostéopathe parce que j'ai le dos Eh oui. qui prend cher. Éviter cette anxiété-là et faire en sorte que les agents prennent conscience de ça, c'est hyper important. Attention, qu'on se comprenne bien aussi, on est des commerciaux, on donne toute notre énergie sans avoir la certitude d'être rémunéré. Donc, effectivement, que c'est les deux. On aide, mais c'est aussi pour gagner sa vie. Donc, la récompense, c'est la réussite d'un travail bien accompli. Certains concurrents, d'ailleurs, voient souvent l'argent et communiquent énormément sur l'argent et le voient comme une priorité. Pour nous, cette vision-là, c'est la conséquence de leur échec. D'ailleurs, les agences qui parlent que d'honoraires réduits finissent tous par augmenter leur commission. Donc, le modèle ancien fondé sur l'absence totale des services et des honoraires soit très élevés, soit à bas coût, pour nous, c'est quelque chose qui est obsolète. Et il faut tout miser sur les services, très clairement, et sur la stratégie et ce qu'on va opérer dans une commercialisation d'un bien. Et ça me fait penser d'ailleurs, souvent, les conjointes des collaborateurs ne comprennent pas pourquoi les commerciaux sont tellement heureux quand ils réalisent une vente. En fait, on n'est jamais sûr d'aller au bout des choses et de réaliser un projet puisque on s'investit énormément, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dépensé aussi, puisqu'il faut le dire, on parle d'argent aujourd'hui, on s'investit énormément quand on commercialise un bien, il y a un intérêt financier et la finalité, quand on réalise une vente, eh bien, on est très heureux aussi d'avoir réalisé cette vente, mais aussi de toucher des honoraires qui n'étaient pas prévus au départ. Alors, voilà, on est payé uniquement à la réussite. Il n'y a pas 36 métiers où un commercial est payé à la réussite. Ce qui est vraiment important, c'est que quand on s'investit dans le projet d'un vendeur, la question des honoraires, elle va même plus quasiment se poser, ça en devient secondaire. Bien évidemment, il faut que ça soit cohérent, mais quand les honoraires sont entre 3, 4, 5% du prix, pour une vraie stratégie, pour une vraie transparence, et le fait d'aider un vendeur, il souhaite uniquement qu'on réalise sa mission. Ouais. Donc il sera content à la fin. Hein. Donc les deux. Les deux. De ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'on apporte beaucoup de services pour réussir justement à réaliser ces projets. Et on le sent, votre implication est totale, vos maux de dos le prouvent, votre énergie est folle. Merci messieurs d'avoir accepté de parler d'argent, ce sujet encore tellement tabou en France. Alors on n'a rien à cacher et si des propriétaires ou des acquéreurs ou n'importe qui veut passer à l'agence et en discuter, ça sera avec grand plaisir. Évidemment. Merci beaucoup messieurs. Merci.